jumeau numérique, eh bien, digital twin, comme vous disiez, chère Marjorie. Le jumeau numérique, on en entend parler de plus en plus dans les entreprises, dans la sphère publique un petit peu, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert quand on fait partie du grand public et à qui ça sert, avec quel potentiel. On va en parler tout de suite et on va découvrir ensemble ces multiples applications, ces expérimentations prometteuses, mais aussi on va parler de ses limites. Forcément, c'est ça aussi qui dessine le cheminement. Et pour échanger sur tous ces aspects, eh bien, je suis entourée de Pierre-Alain Boucard. Bonjour, vous êtes professeur au laboratoire de mécanique et technologie ici, à l'ENS Paris-Saclay. Vous nous accueillez en quelque sorte. À Arnaud Coucourou, ingénieur chercheur des CEA-listes. Bonjour à vous. David Elvira, vous travaillez pour Ipsen, vous êtes Head of Digital R&D, mais je ne l'ai pas en français, donc vous voulez me le dire en français. R&D. Oui, R&D, et donc vous êtes la tête du digital, en quelque sorte. Voilà, bienvenue à vous. Et puis Xavier Laurent, vous êtes responsable de la fabrication additive chez IRT Systemix. Bonjour. Bonjour, et merci d'être avec nous. Alors le jumeau numérique est une technologie dont on peut retrouver l'application dans différents secteurs. Une fois encore, on va en parler ensemble, de la santé, du bâtiment ou autre, de l'industrie. Mais avant cela, commençons par son utilisation dans le nucléaire, comme chez EDF par exemple, avec ce petit sujet vidéo. Le numérique n'est pas une fin en soi, le numérique est un moyen au service d'une ambition, et cette ambition, c'est de simplifier la conception et l'exploitation des centrales nucléaires. La R&D a accompagné le parc nucléaire dans sa transition depuis plusieurs années. Dans les années récentes, les travaux ont commencé par donner accès à des informations qui n'étaient pas disponibles, comme par exemple des informations documentaires sous forme papier. La seconde étape a consisté à décloisonner tous les systèmes d'information dans lesquels étaient ces données, une fois numérisées, pour pouvoir les rassembler dans des grands entrepôts de données. Une étape suivante a consisté à rajouter des couches d'intelligence artificielle pour apprendre aux systèmes informatiques à lire et à comprendre, puis à interpréter ces données. Et l'étape actuelle consiste à associer ces volumes de données intelligibles et manipulables à des logiciels de simulation qui permettent d'aller vers ce qu'on appelle les jumeaux numériques, c'est-à-dire de construire des doubles numériques des installations physiques qui permettent de jouer de scénarios d'exploitation, d'identifier l'impact de dispositions constructives nouvelles, tout ce genre de choses qui permettent de gagner en performance. Alors concrètement, par exemple pour les opérateurs de conduite, il s'agit de mettre au point des aides à la conduite qui va permettre de pouvoir évaluer tous les transitoires de puissance dans un contexte de manœuvrabilité accrue et ainsi de faire des baisses de charge et des montées en charge beaucoup plus rapides. Pour la partie, le plateau d'arrêt-tranche, nous mettons une simulation 4D au point avec toute cette visualisation avancée pour pouvoir identifier tous les chantiers et mieux gérer les coactivités. Pour la maintenance, nous essayons de prévoir le futur, en particulier avec un jumeau numérique au niveau du générateur de vapeur qui permet d'anticiper le taux de colmatage et le taux d'encrassement et ainsi adapter au mieux la stratégie de nettoyage mais aussi de rénovation. Enfin, pour les intervenants terrain, c'est le Waze du nucléaire où nous concevons avec eux un dispositif qui va permettre de les guider jusqu'au lieu de l'intervention, là où ils doivent venir effectuer leur maintenance et ainsi aussi s'informer mutuellement des chantiers à proximité, des risques qui peuvent être identifiés en temps réel. Le premier facteur de réussite, c'est cette proximité, ce maillage très très fort avec l'exploitant que nous avons depuis les phases vraiment amont de conception jusqu'aux évaluations sur site, à la fois au niveau stratégique et aussi au niveau opérationnel. C'est aussi cette richesse que nous avons à la R&D de pouvoir
plus qu'un système technique, concevoir un système socio-technique avec un certain nombre d'expertises très pointues, tant au niveau de la physique des réacteurs que dans le domaine de la visualisation avancée, de l'intelligence artificielle et aussi des facteurs humains et organisationnels. C'est un gros travail d'intégration qu'on est capable de faire, où on essaie de capitaliser toutes les expériences dans une logique de filière autour d'un labo que l'on appelle le Connex Lab et qui permet à la fois de préparer la future industrialisation et d'être un creuset de compétences pour la filière. Mais le numérique, ce n'est pas qu'un ensemble de moyens techniques, c'est beaucoup plus que ça, c'est une rupture dans les modes d'organisation et de fonctionnement. Et il y a une dimension collective importante dans la réussite de la transition numérique. La filière nucléaire, ça plus de 2000 entreprises qui travaillent ensemble. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est devant et le reste derrière ou vice-versa. Tout le monde doit marcher à peu près au même niveau. Et donc une des conditions de réussite de la transition numérique, c'est qu'il y a un très très bon dialogue entre les métiers de l'exploitant, un dialogue entre l'ingénierie et l'exploitant nucléaire, et aussi et surtout un dialogue entre EDF et ses partenaires de la filière nucléaire. Voilà un exemple, en effet, de construction de doubles numériques, de jumeaux numériques qui permettent à la fois de mieux évaluer les risques, de mieux évaluer les possibles. Là, en l'occurrence, chez EDF, il y a de nombreuses opportunités et en effet, les champs paraissent infinis en réalité dans les applications. Mais il est intéressant de définir ensemble quels sont aujourd'hui les pas qui arrivent à être faits et ceux où on voit qu'il y a des limites parce que eh bien, vous allez me l'expliquer tout de suite. David Elvira, bonjour. Bonjour. Rebonjour, pardon. Alors vous, chez Ipsen, c'est donc un acteur de l'oncologie qui est spécialisé dans le traitement de certains cancers. Donc on avance là sur le champ de la santé. En l'occurrence, est-ce que le jumeau numérique dans le champ de la santé peut avoir sa place? C'est un petit peu ce sur quoi vous avez travaillé, puisque vous avez testé le jumeau numérique dans le domaine thérapeutique pendant quelques années. Qu'est-ce que ça a produit comme premier résultat? Donc en fait, nous avons travaillé sur le jumeau numérique pour essayer de prédire certaines choses sur les patients, donc essayer de faire des patients virtuels, parce qu'il faut rappeler qu'un jumeau numérique, c'est avant tout une copie conforme d'un être physique ou de quelque chose de physique vers quelque chose de numérique digital. Et ensuite, on peut comprendre, évaluer, analyser un comportement, une réaction ou quelque chose. Donc lorsqu'on a un patient et qui a atteint d'une certaine pathologie et qu'on veut prédire sa capacité de répondre ou pas à un traitement et dans quelles conditions, on peut se dire, on peut créer des patients virtuels. C'est ce que nous avons essayé de faire durant 2 ans à Ipsen. Le résultat était très mitigé, pour être honnête avec vous. Et la première raison que j'ai envie de partager aujourd'hui, et ça a été très bien évoqué par notre collègue d'EDF, c'est que pour faire un jumeau numérique de qualité, il faut une volumétrie de données importante pour pouvoir être prédictif sur la question qu'on a envie de poser. Et le problème du domaine de la santé, et surtout pour nous à Ipsen qui travaillons sur des conditions rares en oncologie, c'est que la volumétrie de données est très faible. Mais pourquoi vous avez ciblé des sujets rares? Est-ce que ça veut dire que dans le domaine de la santé, la question du jumeau numérique pourrait trouver ses applications dans des champs qui ne sont pas forcément justement celui où il y aurait de la rareté? Est-ce qu'on peut parler d'un double humain? Alors, je pense que oui, dans certains cas, mais il faut revoir l'intérêt aussi de pourquoi faire le jumeau numérique. Ce qui est très important, c'est de se reposer cette question du pourquoi. Si votre objectif est de prédire s'il va répondre ou pas à un traitement, si un patient peut répondre à un traitement et si ce traitement est très nouveau sur le marché, vous n'aurez jamais la volumétrie de données nécessaire. En fait, vous pourrez répondre à ces questions et vous pourrez utiliser le jumeau numérique dans des phases avancées du cycle de vie du médicament, donc lorsqu'il est sur le marché depuis un certain nombre d'années. Donc ce sera plutôt pour des phases observationnelles ou des phases de surveillance de votre médicament, mais sur les phases amont de développement, sur les phases amont de recherche, ça va être très compliqué parce que souvent la drogue, le médicament a été très peu injecté, très peu utilisé par des patients, donc la volumétrie reste très faible parce que dans les études cliniques, et le Covid nous l'a montré, c'est qu'au départ on teste sur 1000, 2000, 3000 patients, donc cette volumétrie est très faible avec une disparité très grande entre les patients, donc la volumétrie ne suffit pas pour prédire. Avant de commencer vos tests, cette notion d'amplitude de données, vous en aviez déjà l'information? Vous avez cherché à démontrer que ça ne marchait pas?
Non, en fait, la question qui se pose, et c'est pas que dans le jumeau numérique, mais de manière générale dans le machine learning, dans ces nouvelles méthodologies, la question de la volumétrie est la question clé, mais il y a une balance entre la qualité, la quantité et la question que vous voulez vous poser. Et en fait, combien de données il faut, c'est une question qui, a priori, vous n'avez pas la réponse. Vous pouvez avoir des experts qui peuvent vous donner un ordre de grandeur, mais ça reste un ordre de grandeur qui peut... l'information. Exactement. Et donc, du coup, on a voulu essayer pour voir est-ce que c'était accessible ou pas, et est-ce qu'on pouvait voir une version dégradée du jumeau numérique pour prédire des choses plus simples, répondre à des questions plus simples, et on s'est rendu compte que c'était très compliqué parce qu'il faut tout le temps des volumes très importants parce que le corps humain est assez complexe et que prédire des choses, ça reste compliqué quand on n'a pas suffisamment de données pour prédire l'espace. Et ça a fermé des portes, donc ça en a ouvert d'autres? Exactement. En fait, par exemple, un endroit où on peut l'utiliser dans la santé, ça restera comme dans les autres industries, pour tout ce qui va être manufacturing. Donc l'exemple d'EDF est très parlant. Donc on a bien évidemment capitalisé sur ces projets pour le réutiliser dans nos usines de fabrication, sur toute la chaîne manufacturielle. Ensuite, ça nous a permis de recentrer nos modèles prédictifs sur les patients en R&D sur des modèles plus simples, avec potentiellement du mécanistique, en revenant sur des bases un peu de PKPD un peu avancées. Et ça nous a permis aussi d'explorer des nouvelles technologies, telles que le body on chip ou l'organ on chip, où ça nous permet de mixer un peu un monde digital et physique, parce que vous créez des organes virtuels sur des composants pour collecter la donnée très rapidement et pouvoir ensuite l'utiliser pour des modèles prédictifs et translationnels. Donc voilà, donc ça a ouvert des portes, ça en a fermé d'autres, mais c'est ça aussi l'innovation et la recherche, et il faut toujours explorer pour voir où il faut aller. Et les champs d'exploration semblent très vastes. Je me tourne vers vous, messieurs, on va en parler ensemble par rapport aux perspectives qui peuvent aujourd'hui s'ouvrir à nous. Xavier Laurent, vous êtes d'ailleurs un ancien élève de l'ENS Paris-Saclay. Vous êtes aujourd'hui responsable de la fabrication additive chez IRT Systemix, et aussi avec vous Arnaud Coucourou, donc vous qui êtes ingénieur-chercheur au sein du CEA LIST. Peut-être des questions un petit peu globales pour commencer, et puis après on creusera et j'avancerai aussi par rapport à ce que vous décrivez. Est-ce que vous avez, on voit une porte qui se ferme, des limites, est-ce qu'il y a beaucoup de portes qui vous paraissent fermées, ou alors les champs sont infinis par rapport à la façon dont on peut penser le monde du jumeau numérique? Arnaud Coucourou. Effectivement, il y a... nous, on le voit dans les opportunités de montage et de collaboration qu'on a, il y a beaucoup d'opportunités. Et il y a, donc moi, je ne suis pas du tout dans le domaine de la santé, donc je ne peux pas en juger. Mais dans des domaines tels que le manufacturing, la logistique, ou dans une certaine mesure le monde de la santé, mais plus sur des aspects organisationnels, optimisation du parcours de soins, des choses dans ce genre-là, il y a un gros potentiel pour déployer un certain nombre de choses. Et donc, il y a un des enjeux dans la démocratisation de ce type de démarche, de notre point de vue, c'est beaucoup dans ça transparaissait beaucoup dans la vidéo d'EDF. Ce qu'on sent, c'est que pour déployer un jumeau numérique, c'est pas une technologie en tant que telle, c'est plus le résultat d'une démarche méthodologique où il va falloir combiner différents outils logiciels, différents équipements matériels, des capteurs, des choses dans ce genre-là. Et il va y avoir toute une démarche méthodologique complexe pour arriver à combiner tout ça de façon à amener les bonnes vues, quoi. Le jumeau numérique, c'est une histoire de vue sur le système et avoir les vues adaptées pour prendre les bonnes décisions. Et donc il y a tout un enjeu autour de ça, d'être capable de démocratiser la manière dont on conçoit et on déploie ce type d'outils qui à partir du moment où on a... C'est un peu l'idéal, quoi, d'être capable d'avoir une représentation numérique sur laquelle on peut jouer, expérimenter des choses. Et si on a la garantie qu'on peut prendre des décisions fiables, là, c'est vraiment, il y a vraiment tout un potentiel à explorer là-dedans, quoi. Vous rebondissez sur ce que vient de dire M. Coucourou. D'une certaine façon, en soi, quand on parle du jumeau numérique, ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, c'est que ce ne serait pas une technologie en soi. C'est plus une affaire et ce que vous commencez à dire là, c'est une affaire de données, c'est ça? Il faut l'envisager plus comme ça? Oui, alors moi j'interviens en tant que chef de projet à l'IRT Systemix, où quelque part on a pour objectif de faire collaborer donc, des industriels et des partenaires académiques, et en particulier sur la fabrication additive. Et c'est vrai que sur la fabrication additive, donc il y a un domaine en pleine expansion, il y a certains procédés qui méritent quelque part à être optimisés grâce à
à cette technologie. Et en particulier, il me semble, la simulation est un potentiel assez important, apporte un potentiel assez important à travers l'exploitation du jumeau numérique pour faire monter en maturité des nouveaux procédés de fabrication additive, comme par exemple sur un projet sur lequel on travaille aujourd'hui de manière significative. Donc avec, j'en profite, je peux le citer, avec donc le Additive Factory Hub et le NS Paris-Saclay. Alors vous visez quel genre de projet là-dessus? Alors ça, c'est un projet dont je vous parle, qui s'appelle le projet WAS, sur lequel on veut mettre en œuvre un jumeau numérique pour permettre de minimiser les défauts de fabrication sur ce procédé. Et les leviers pour y arriver, c'est d'exploiter des outils de simulation prédictifs, d'exploiter des données acquises autour de l'installation, donc des choses, on l'a déjà évoqué, mais sur lesquelles il y a un vrai potentiel d'amélioration du dépôt de matière sur ce type de procédé. Et alors là, les enjeux pour vous, c'est quoi? C'est justement la quantité de données à récupérer. Quelles sont les contraintes en fait qui vous permettent d'avancer et de faire développer ce projet? Alors, les contraintes qui apparaissent, c'est dès qu'on est sur un contexte où on souhaite faire monter en maturité un procédé de fabrication, il faut mettre en œuvre, mettre en place une architecture numérique pour y arriver, donc à la fois logicielle, à la fois matérielle, et pour y arriver, il faut mettre en œuvre des compétences spécifiques qui sont disponibles grâce d'ailleurs à l'écosystème Paris-Saclay, mais qui sont nécessaires et sur lesquels il y a une certaine marche à monter pour y arriver. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte? Alors, c'est nécessaire pour pouvoir essayer. Alors, dans le cas particulier d'un procédé de fabrication additive, il faut pouvoir développer un organe décisionnel pour comparer des résultats de simulation, des résultats expérimentaux. D'accord. Et donc, les données sont nécessaires pour pouvoir se raccrocher au réel, forcément, et pour pouvoir exploiter le potentiel aussi de simulation. Arnaud Coucourou, vous, sous quelle forme est-ce que le CEALIS participe au déploiement du jumeau numérique très concrètement? Alors concrètement, nous, c'est par c'est par les outils en gros. C'est l'idée d'avoir des méthodologies outillées sur le plan logiciel, de façon à ce que, typiquement pour des structures qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou dont c'est pas le cœur de métier, disons, où le numérique n'est pas le cœur de métier. Par exemple, une petite PME dans le domaine industriel. Il pourrait y avoir une petite PME, une petite usine qui cherche à construire son jumeau numérique et qui pourrait le faire sans avoir un investissement infini. Ça serait l'idée. Ça serait l'idée. Donc il y a le fait. Donc nous, l'axe qu'on essaye de suivre pour adresser ce besoin-là, c'est par les outils, d'essayer de faire des outils qui soient de plus en plus intelligents entre guillemets, donc qui assistent vraiment l'utilisateur à formuler son problème et à trouver une solution. Donc ça, c'est un des axes. Et il y a un autre axe qu'on pense aussi qu'il est important de creuser, c'est quelque part, je pense, s'il y a des PME qui ont vu la vidéo EDF, ils risquent d'être intimidés parce qu'on parle de tout un tas d'experts dans tout un tas de sciences à faire collaborer. Et il y a un axe qu'il faut pousser, donc c'est à la fois au niveau des outils, mais c'est aussi dans la pédagogie. C'est quelque part, pour rentrer dans cette démarche jumeau numérique, on n'est pas obligé de viser tout le système d'un coup. On peut essayer de cibler sur des problématiques particulières. Donc c'est typiquement pour les entreprises, les petites entreprises, c'est pour aider à piloter des choix d'investissement ou des choix de stratégie, choses dans ce genre-là. Et donc c'est d'arriver à fournir des moyens qui permettent de rentrer dans cette démarche-là de manière incrémentale et d'enrichir petit à petit dans le temps en fonction des besoins et une fois qu'on a un retour sur investissement. Ça permet aussi de calibrer les productions, par exemple, ce genre de choses? C'est des usages possibles, ouais. Donc nous, on a dans le domaine du manufacturing des exemples, c'est contribuer à l'optimisation d'une ligne de production ou à la planification des ordres de production en fonction de tout un tas de contraintes, disponibilité, compétences du personnel, le fait qu'il y ait des maintenances prévues sur des machines ou des choses dans ce genre-là. Et donc c'est d'avoir des outils qui permettent de mettre ça, formuler ça de manière non ambiguë pour pouvoir être exploité par l'ordinateur, mais que ça soit accessible au commun des mortels.
Et le commun des mortels, il commence à entendre un petit peu ce mot de jumeau, ces deux mots, jumeaux et numérique, ensemble, sans forcément très bien comprendre pourquoi ils avancent ensemble. Ce commun des mortels, vous en êtes où, dans quelle phase de recherche et quand est-ce que finalement on tournera une page où ça deviendra quelque chose qui peut faire partie du quotidien? Si quelqu'un veut intervenir, peut-être. Quelqu'un veut intervenir? Bon, on va laisser le temps encore à la recherche. Je me tourne vers vous, Pierre-Alain Foucault. Vous êtes donc professeur et directeur laboratoire de mécanique et technologie ici à l'ENS Paris-Saclay. Si on prend par exemple l'exemple d'ici, ce bâtiment. C'est un bel exemple. Donc c'est un bâtiment qui a été conçu par le cabinet d'architectes de Renzo Piano et qui est un des premiers projets d'ampleur qui a utilisé une maquette numérique, donc un des éléments du jugement numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est bardé de capteurs. Il y a environ 80 000 capteurs sur ce bâtiment et qui vient, ça a été dit, qui vient venir enrichir ce modèle numérique initial. Parce que le modèle initial numérique, souvent, il n'est pas parfait. Donc il faut le faire vivre, il faut le faire. Et comme un bâtiment, ça va vivre. Expliquez-moi juste, le modèle initial numérique, c'est quoi? Quand on parle par exemple de ce bâtiment Renzo Piano, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce qu'on appelle un BIM, donc c'est un outil numérique qui a permis en fait à la fois de construire le bâtiment, d'aider toute la phase de construction. Parce que le BIM, ça aide à la conception, ça aide aux entreprises à s'entendre, à se connecter entre elles et à partager les données. Ça, c'est le chantier. Alors c'est un peu plus que ça parce que c'est aussi la vie du chantier. C'est-à-dire que durant la phase de construction, on utilise le BIM pour aller dire attention, alors on sait qu'un chantier c'est plein de corps de métier qui vont interagir et les faire interagir, c'est un petit peu ce qu'on a vu sur le film, c'est aussi leur donner des outils pour pouvoir travailler ensemble. Donc une fois que le chantier n'est plus et que ça devient une maison. Alors une fois on est dans la maison de Renzo Piano ici à l'ENS. C'est ça. Voilà. Et donc dans cette maison, la question du jumeau numérique, par quelle porte elle entre? Alors elle entre par le fait qu'on va reprendre cet objet, donc cette maquette numérique, et puis comme on l'a dit, il y a beaucoup de capteurs qui vont venir renseigner sur l'état du chauffage, l'état de la climatisation qu'il n'y a pas d'ailleurs, parce que c'est un système avec de la ventilation naturelle. Donc 80 000 capteurs 80 000 capteurs. Pas de climatisation. Pour pas de climatisation. Donc le but du jeu, par exemple, ça va être de dire comment je vais détecter un défaut à un endroit, comment par la lecture de ces données, je vais pouvoir enrichir mon modèle et qui va m'aider à prévoir, et ça a été dit très clairement au début, la maintenance. En gros, c'est prédire le futur. Mes 80 000 capteurs, ils vont m'aider à dire ce que je vois là aujourd'hui, grâce au modèle que j'ai créé au départ, va me permettre de dire que dans un an, peut-être, il faudra intervenir avant qu'il y ait un problème. C'est ça, le jugement numérique, c'est quand même pouvoir prédire l'avenir. C'est quand même un des enjeux. Et alors, ça veut dire qu'avec ces 80 000 capteurs, si on tire le fil de votre exemple, qui est éloquent, ça récupère un grand nombre de données. Où est-ce qu'elles sont traitées par qui? Alors ça c'est une question intéressante, c'est-à-dire que les données dans notre discipline, je pense qu'on a tous été dans le même cas, on n'a pas été habitués à stocker ces données. Les acteurs qu'on appelle les GAFA ont eu, je pense, ce grand mérite de formater les données. Aujourd'hui dans nos disciplines, quand on veut récupérer des données un peu anciennes, on se rend compte qu'elles existent peut-être quelque part, on ne sait pas les traiter, on ne sait pas les formater. Là, l'avantage, c'est ça, elles sont rangées quelque part sur une étagère, un disque dur, un objet, mais on ne sait pas les traiter. Là, ici, l'intérêt des objets aujourd'hui, c'est qu'on a prévu ça au départ. Toutes ces données-là, elles apparaissent dans des formats qui sont exploitables, qui sont traitables dans les données numériques, pour pouvoir justement s'en servir. Parce qu'avoir des données, c'est bien, mais après, il faut pouvoir l'étudier. Donc, elles ont été formatées, capitalisées et stockées pour qu'on puisse s'en servir pour enrichir cette fameuse maquette numérique et donner le jumeau numérique. Et donc, ça veut dire que ces données, elles sont traitées, elles sont suivies au quotidien, tous les mois, puisque c'est pour prédire l'avenir, ce sera dans l'avenir qu'on regardera ce qui a été prédit. Finalement, c'est aussi une sorte d'acculturation, cette idée du jumeau numérique. C'est une autre façon aussi d'envisager les données alors. Alors c'est vrai, moi j'aime bien dire que le jumeau numérique c'est 3 éléments, on en a cité 2 depuis le début qui sont le modèle, la maquette numérique, le but de simulation, qui sont les données dont on vient de parler et qui effectivement on les stocke sur 6 mois, 1 an, des années peut-être. Puis à un moment donné, il y a l'humain. Je pense que l'intervention de l'humain dans le système, même si on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de plein de choses, il doit rester décisionnaire, surtout pour des objets de sécurité. Donc, quelque part, on va donner à l'humain les moyens de mieux comprendre, de mieux s'appréhender,
est-ce que la décision doit entièrement être basée sur les données et la simulation? Peut-être, pour certaines choses, c'est faisable. Peut-être que dans le domaine de la santé, on peut s'interroger sur le fait que l'humain prenne des décisions. Et donc, il y a un troisième point qui est l'humain. Les données ne vont peut-être pas tout faire non plus. Si on regarde de manière à spectre large, ensemble, le jumeau numérique, on entend bien par rapport à la santé, ce n'est pas forcément le secteur où il y aura la meilleure application. Le bâtiment, en l'occurrence, c'est quand même des données qui sont plus facilement traitables et donc on voit bien ce qui est possible. L'industrie, que ce soit la grande industrie, ça fonctionne, mais aussi on entend au travers de ce que vous dites que pour certaines PME, certaines usines à petite échelle, ça pourra aussi aider à orienter les choix de chefs d'entreprise, par exemple, et autrement, dans le quotidien, dans le divertissement, dans la mobilité. Alors dites-moi, on en est où ? En 2 mots. Dans le quotidien, on voit apparaître des choses depuis quelques années autour de la domotique. C'est un petit peu dans cet esprit-là, quoi. Et donc là, j'ai des collègues qui sont un peu geeks et qui s'amusent à programmer des cartes Arduino et puis à programmer l'ouverture des volets et des choses dans ce genre-là. Et typiquement, dans des usages au quotidien, ça, c'est pas accessible au commun, à l'utilisateur commun. Il faut savoir un peu geeker sur sa carte et brancher des fils et des trucs comme ça. Et donc, je sais pas, il y a au moins ce type de choses, je pense, qui émergent, des aspects domotiques. Et après, peut-être plus sérieusement, tout ce qui commence à graviter autour des smart grids, quoi. C'est quelque part, chaque habitation va faire partie d'un réseau d'électricité intelligent et ça sera potentiellement une source de stockage et de production d'énergie à l'échelle du réseau. Donc là, moi, je ne suis pas expert de ces sujets-là, donc je ne peux pas commenter plus, mais voilà, on est dans cet univers-là, quoi. C'est qu'à un moment, s'il y a une décision qui est prise de manière centralisée ou décentralisée au niveau du réseau à partir d'informations qui sont spécifiques à une habitation en particulier, on est dans une logique de jumeau numérique. À un instant T, la décision est prise par rapport à la vue numérique qu'on a de l'état d'une installation. Xavier Laurent, un mot peut-être pour compléter ? J'allais dire ce qui a été dit. Oui, ça complète bien. Ça complète bien, oui. Après, moi, je suis un petit peu focalisé sur la thématique fabrication additive, qui, encore une fois, qui est en plein essor, parce qu'elle répond aussi à un enjeu de relocalisation de la production, et probablement que cette technologie peut aider à répondre à cet enjeu de société aujourd'hui. Peut-être un dernier mot, est-ce que vous avez l'impression que le jumeau numérique restera un terme d'entre-soi ou ça fera partie dans les années à venir d'une nouvelle forme de réalité ? Alors, moi déjà, j'aimerais bien qu'on parle de jumeaux et jumelles numériques, peut-être, ce serait bien, parce que finalement c'est encore un mot qui est genré alors que ce n'est pas une discipline genrée. Oui, je pense que ça va envers nos vies à l'avenir. Alors on le vit déjà dans nos smartphones, dans nos systèmes de GPS, où finalement il y a une espèce de maillage des territoires, des données des gens qui sont alimentées. Donc oui, ça va sans doute changer beaucoup de choses. Alors il y a plein d'enjeux, sociétaux, changement des organisations, changement des métiers peut-être. Donc je pense que les jumeaux et les jumelles numériques, on va en entendre parler pendant longtemps. Vont faire des petits. Merci infiniment à vous 4 pour tous ces éclairages absolument passionnants. Tout ça était passionnant, mais je sais très bien, Marjorie, que vous aussi, vous avez des choses à nous apporter pour nous enrichir avec de jolis parcours très inspirants. C'est à vous.